partout. La France est un pays à la ramasse qui vit sur ses gloires passées, le déclin. Comment vous expliquez ce déclin ? Alors, si on veut faire court, j'utiliserai l'expression de Nietzsche qui disait que, à défaut de volonté de puissance, il y a le déclin, quoi. Voilà. Et la France, depuis pas mal de temps, a perdu ce goût de vivre, ce goût de l'aventure, cette volonté de puissance et de construction. Et on vit sur l'héritage comme des héritiers prodigues. On a bouffé le capital. Et puis on ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, on a des marchands comme ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi on le critique ? Il est le résultat d'un processus d'une cinquantaine d'années. Mais vous dites, un très bon résultat d'ailleurs. C'est comme ça qu'on veut que soient les hommes politiques. Ils répondent à la norme. C'est l'expression même du déclin. Mais vous dites pour faire court, mais moi je voudrais que vous fassiez long. Le Rassemblement national, finalement, ils sont en train de tout faire pour que l'arc républicain travaille pour le Rassemblement national. Ce matin, j'ai vu juste. Vous avez raison. Un sondage, Marine Le Pen ferait 40% en 2027. C'est formidable. Tout le monde travaille pour elle en ce moment. Il faut peut-être la rejoindre. Mais vous ne répondez pas. Vous dites pour faire court le déclin. Moi, je voudrais que vous fassiez long. Je voudrais comprendre ce déclin. Et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce les idées ? Est-ce qu'il y a un marqueur ? Est-ce qu'il faut revenir à la guerre de 14 ? Est-ce 40 ? Est-ce 68 ? C'est quand ? C'est plus compliqué que... Je pense que la volonté de puissance se construit sur quelque chose, quoi. Donc pendant longtemps, on a pensé que c'était l'armement, quoi. Un pays bien armé, qui a le nucléaire, tout ça, voilà. Et la volonté de puissance est là. Quand on est puissant, en ce moment, on fait un peu la politique qu'on veut et ça fonctionne. Le succès est... Et puis, on a compris que les armes, aujourd'hui, c'est pas vraiment un élément de puissance. Ça coûte cher, c'est gaspillé au possible. Et puis, finalement... on devient prisonnier des armes parce qu'on ne peut pas les utiliser à cause des droits de l'homme, de l'évolution des mœurs. Finalement, on remplit les casernes d'armement pour ne pas les utiliser. Alors on a dit, la volonté de puissance aujourd'hui doit s'exercer sur l'économie. Il faut être puissant économiquement. Il faut un franc lourd, un euro puissant. Mais là, on se fait doubler tous les matins, un coup par les Chinois, un coup, on est dépendant du Qatar, de trucs. Bon. Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose qui... Alors, ça a été les droits de l'homme. La volonté de puissance, c'est ça. Voilà, soyons hyper humains et construisons sur cela. Et ça a fonctionné un certain temps, ça fonctionne. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on va plutôt vers le scientifique. Depuis Hubble et Webster, on regarde maintenant le fin fond de l'univers. On ne regarde plus la soupe intérieure. Là, ça sent mauvais, c'est décomposé, c'est visqueux. Bon, alors, évidemment, votre parcours... Et plus on se projette loin... Et plus je pense qu'on sent une énergie en soi, on a envie de comprendre le sens de la vie, la mort, l'origine du monde. Voilà, ça travaille. Bon, ça travaille un peu là-bas. J'entends ce que vous dites, mais évidemment, votre discours est d'autant plus fort que votre vie, votre parcours, votre trajectoire nous intéresse. L'Algérie, écrivez-vous où je suis né, qui s'appelait alors la France, ou tout simplement le Bled, et que j'habite encore, a porté tant de noms au cours de l'histoire longue. Se dire de telle nationalité est suffisant pour se reconnaître d'un pays et se faire reconnaître des siens. Me reconnaître pleinement dans le français fait-il de moi un Français, un bon Français, un mauvais Algérien, un raté culturel. Bon. Donc évidemment, je lis ces phrases pour situer d'où vous venez, d'une certaine manière. Et c'est pourquoi votre parole nous intéresse davantage. Parce qu'aujourd'hui, vous pointez comme ennemi de la France l'islamisme. Pourquoi ? Oui. Dans le monde musulman, on a construit l'idée de la volonté de puissance sur la religion. On n'a pas besoin d'armes, on a l'arme absolue, c'est la religion. Et moi, je pense que la belle civilisation arabo-musulmane est morte depuis le XIVe siècle et qu'il faut l'envoyer au musée. Il faut que dans nos pays, on construise autre chose. On ne va pas accrocher forcément les wagons à l'Occident, mais trouver un chemin propre et bâtir là-dessus. Alors peut-être que dans un premier temps, il faut peut-être passer par la philosophie. Parce que dans le monde arabo-musulman, on ne fait plus de philosophie depuis l'avènement de l'islam. On ne sait plus ce que c'est. Alors, les Arabes ont été les transmetteurs de la philosophie à l'Occident. C'est eux qui ont découvert ça chez les Grecs. Et puis si vous me permettez, monsieur Santana, ce n'est pas vraiment ma question. Comment ? C'est pas vraiment ma question. Ma question, c'est vous pointez
comme ennemi de la France l'islamisme, et vous faites un parallèle entre l'Algérie et la France. C'est ça ma question. Parce que vous avez connu l'Algérie dans les années 90, et vous voyez un parallèle avec ce qui peut se passer en France aujourd'hui. Oui. Bon, l'Algérie aujourd'hui a une phase un peu comme ça puérile. On a besoin d'un ennemi immédiat pour faire fonctionner la machine. Donc bon, la France colonisatrice, on fait la guerre aux Français, la guerre à la France, aux produits français. Aujourd'hui, il y a 3-4 jours, on a pris la décision de brûler les stocks de Nutella en Algérie. Vous voyez où est-ce qu'on en est, hein? Pourquoi ? Parce que la France a rejeté une sorte de crème à tartiner algérienne qui fait fureur en France. Et puis depuis 3 mois, bon, on en est là. Donc, pour le moment, le pouvoir algérien, je ne parle pas du peuple, le pouvoir algérien a besoin de son ennemi favori, la France. Sa culture, sa langue, ses trucs, ses mœurs. Là-dessus, nous sommes d'accord. Voilà. Mais ici, sur le sol de France, c'est ça aussi qui nous intéresse. Mais parce qu'il y a une partie de l'Algérie qui est là. Donc ils sont formatés sur ce langage dans les bons. Mais ils ne l'étaient pas. Le paradoxe, c'est que la première vague d'immigration n'avait pas beaucoup de soucis d'intégration. Elle s'assimilait assez rapidement. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout, parce que la première génération n'était pas venue pour s'installer. C'était de la main d'œuvre. Ils venaient pour 3 mois, 6 mois. Faire les vendanges et rentrer, comme aujourd'hui en Espagne, les Marocains, ou qui travaillent dans les mines, mais ça ne durait jamais longtemps, le temps de se faire un petit pécule et rentrer. C'est le regroupement familial. Le gros problème, c'est celui-ci. C'est quand. Alors j'appelle ça le regroupement familial, j'appelle ça la première vague. Alors la première vague, vous avez raison, elle est dans les années 60. Du patronat. Vous avez raison. La première vague, elle est dans les années 60, et là, c'est le cas que vous dites. 70. Voilà. Et là, alors je ne sais pas si c'est le regroupement familial, c'est la deuxième vague, on appelle ça, je ne sais pas si on peut dire la deuxième vague. Et là, vous avez effectivement raison. Donc, bon. Mais il y avait quand même dans les années 70 ou 80. Il n'y avait pas ces phénomènes que nous avons aujourd'hui, parce que c'était l'exact contraire. La marche des beurs, c'était l'exact contraire. C'était une volonté des jeunes gens de dire « on est là, on est avec vous, vous ne regardez pas, vous êtes racistes, on veut s'assimiler, etc. » C'était l'exact contraire comme démarche, me semble-t-il. C'était pas l'exact contraire. À l'époque, le droit à la différence l'avait emporté sur le droit à la ressemblance. C'était déjà une volonté. Pardon. Là, Pascal a raison. La marche des beurs, exactement ce qui dans la foulée de la marche des beurs. Oui, mais ensuite après, Mitterrand a retourné. Et ses amis Bianco, Harlem Désir, ont retourné la question pour le transformer en droit à la différence. Oui, ça a été très rapide, là où il y a eu le retournement. Mais à l'origine, Pascal a raison. La marche des beurs. La marche des beurs, c'est ça. Le droit à la différence a été imposé par les gouvernements arabo-musulmans. Oui, bien sûr. Constatant que les gamins, la première génération a été à l'école française et ils commençaient à... C'était ils ont été très naturellement assimilés très rapidement. Hein. Et donc, les pouvoirs dans nos pays ont mis... Je vais vous dire ce qui s'est passé en Algérie. À cette époque-là, dans la première génération, on constate que vraiment, les petits étaient vraiment des Français, des petits Français. L'Algérie crée l'amicale des Algériens en France. C'est une méga ministère de 4 ou 5 000 personnes à Alger qui crée en Europe, l'amicale des Algériens en France, l'amicale des Algériens en Allemagne, etc. Partout où il y a une communauté algérienne. Et en France, l'amicale des Algériens de la Seine-Saint-Denis, de Marseille, de Lille. Donc un réseau a été constitué. C'est des milliers et des milliers des gens du FLN qui étaient là, qui construisaient la riposte. La France est en train de nous voler nos enfants, notre âme, danger, colonisation, néocolonialisme et tout ça. Il faut mettre en place une procédure. Et ils ont mis en place. Et ce qu'ont fait les Algériens, les Marocains l'ont fait. Souvenez-vous du financement de la mosquée de Casablanca. Oui, mais Casablanca. Donc, vous aviez une question, Joseph Massescaron. Ensuite, les Turcs l'ont fait, etc. Aujourd'hui, vous direz en France que l'islamisme a gagné sur l'islam. Est-ce que vous diriez ça L'islamisme, c'est rien. Sur l'islam, est-ce que vous diriez que ça a gagné? Il y a 3 problèmes. Hein. Oui. L'islamisme, c'est l'utilisation de ça a toujours existé. Ça existe depuis les Omeyyades. Certains utilisent des méthodes, on va dire, l'entrisme, l'agite-prop, qui tirent de notre culture un peu soviétique. Hein, et puis ceux qui tuent carrément la violence.
cette chose est prise en charge aujourd'hui en France par les services de sécurité, le renseignement. On comprend que ça peut être dangereux. Je crois que c'est assez bien pris en compte. Si c'était mal pris en compte, aujourd'hui, la France serait à feu et à sang. Alors là, les attentats, il y en a très peu. Bon, il y a encore... alors, l'islam, c'est comme l'humidité, donc on ne le voit pas. On ne voit pas comment il pénètre la société. Mais il y a pire que cela. C'est le processus d'islamisation. C'est l'islamisation qui pose. Pour moi, à mes yeux, c'est la chose la plus... Et c'est quoi l'islamisation ? L'islamisation, c'est un processus bien construit. On va islamiser la France. On ne va pas la vaincre militairement, jamais. Elle est 1000 fois plus puissante que nous. Et puis l'Europe, etc., etc. Donc, on va semer les graines de l'islam. Et ça fonctionne. Alors moi, je pense que par exemple, une façon de lutter contre ça, c'est de considérer que l'islamisation est un processus sectaire. Et donc que ça relève de... Séparatisme. Voilà. Sectaire au sens étymologique, se séparer de la... Absolument. Sectaire. Absolument. Mais je voudrais des exemples concrets. À travers les mosquées, mais aussi à travers la France elle-même qui autorise maintenant plein de choses. Mais, Monsieur Sansal, je voudrais des exemples concrets. Vous parlez d'islamisation de la France. Je voudrais que vous me disiez, par exemple, ces derniers mois, là où vous avez vu des exemples concrets d'islamisation du pays. Mais au quotidien. Alors, les mosquées convertissent à la chaîne. C'est tous les vendredis, vous avez dans les plus petites mosquées 40 à 50 conversions. Alors, est-ce que ça, c'est l'islamisation du pays ? Qu'il y ait de compatriotes musulmans qui pratiquent leur culte, parce qu'ils sont plus nombreux qu'il y a 50 ans. Est-ce que c'est l'islamisation du pays ? Ça peut être tout simplement des Français musulmans qui pratiquent un culte qui n'était pas dans la tradition française, mais le vendredi, j'ai envie de dire, comme des chrétiens vont à l'église. Ce n'est pas l'islamisation de la société, c'est des pratiques. Cet exemple-là, c'est une pratique culturelle, en l'occurrence religieuse, d'une journée. Moi, ce qui m'inquiéterait plus, c'est si l'islamisation du pays, elle était dans un gouvernement, dans des nouvelles lois, dans des pratiques nouvelles à l'école, etc. Elle est au quotidien, de toute façon. Oui, mais l'exemple que vous, si vous me permettez, cet exemple-là... Les conversions. Mais cet exemple-là, mais même des conversions, moi, ça ne me dérange pas, au fond, tant que ça ne pénètre pas dans l'espace public. Mais ça pénètre naturellement, je veux dire. Il n'y a pas besoin de concevoir un système offensif. C'est tout naturel, c'est par le nombre. Boumedienne disait que nous allons conquérir l'Europe par le ventre de nos femmes. Et c'est une phrase que nous répétons en permanence dans les pays musulmans. Donc, l'islamisation, c'est vraiment... ça passe inaperçu. Dans les mosquées, ça commence... Inaperçu, non, en même temps, ça ne passe pas inaperçu. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Ça ne passe pas inaperçu dans certains quartiers de France. Les femmes voilées ne sont pas... Moi, ce que je vois parfois, effectivement, c'est des quartiers où il y a une population, effectivement, qui est en rupture avec la culture française. Parce que de la façon dont elle s'habille, la manière dont elle mange, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Ce que veut dire M. Sansal, c'est que quand vous avez, par exemple, un nombre accru, alors évidemment, maintenant, il n'y a plus de statistiques. C'est la loi du nombre. Il n'y a plus de statistiques, mais un nombre accru de mariages qui sont célébrés par l'imam, où les mariés ne vont pas à la mairie, ne déclarent pas le mariage à la mairie. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est un exemple. Mais oui, c'est un exemple. Alors, c'est autre chose. Pardonnez-moi d'aller jusqu'au bout, parce que c'est important. Quand les personnes, évidemment, quand les couples se séparent, tout simplement parce que la femme, elle a trouvé un meilleur travail. Elle est laborantine, par exemple, que j'ai connu. À ce moment-là, ils se séparent, il y a un enfant. Comment se fait le partage ? Eh bien, on fait venir l'imam. Et l'imam, M. Sansal, c'est vrai, il le sait. L'imam dit, toi, tu as le droit à ceci, toi, tu as le droit à cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même, au sens que M. Sansal prenait, il y a quelque chose qui s'est retiré de la société, c'est-à-dire retiré de nos lois communes. C'est tout. Mais ça, ce sont des éléments. Cet élément-là, je peux en donner mais des dizaines de comme ça. C'est du séparatisme plus que de l'islamisation. Monsieur Sansal, oui. Ça revient au même. Allez-y, Monsieur Sansal. Le processus, on est à ses débuts. Je veux dire, ce processus d'islamisation a commencé, on va dire, il y a une trentaine d'années, sur une population musulmane encore peu nombreuse en France. Donc, c'était pas visible. Mais maintenant, elle est
la population musulmane de France tourne autour de 7 millions. Donc une capacité de conversion exponentielle. Mais tous les musulmans de France sont, selon vous, sur cette ligne religieuse-là ? Oui, parce que... pourquoi ? Parce que l'islamisation fait que l'islam qui se développe en Europe entre en contradiction avec la société. Ce n'est pas le cas en Algérie. La réislamisation, en Algérie, on parle de réislamisation, c'est-à-dire qu'on vise les gens qui sont les modernes, ceux qui se sont éloignés de la religion pour les ramener à la religion. Mais là, il est dans une autre société. Donc il est constamment en conflit avec elle, sur le droit de la femme, sur ceci, sur cela. Donc pour le moment, ils temporisent parce qu'ils ne sont pas en mesure d'aller violemment vers le conflit. Encore que certains se sentent prêts. C'est on va dire des électrons libres, des petits groupes. Ils y vont. Mais la masse critique est en train d'arriver. On est dans une relation du type atomique. Hein. Donc à un moment donné, la masse critique est telle que comment on appelle ça, le processus de... Mais Boilem, il y a une question à laquelle vous ne répondez pas, que vous posez Pascal, c'est que on comprend bien que l'islam avance, que c'est une religion conquérante, que de proche en proche, il y a une réislamisation de la communauté, et que la communauté, c'est important dans l'islam. Mais la question à laquelle vous ne répondez pas, c'est d'où vient la haine de soi qui fait que les Français aient baissé les bras ? Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était la volonté de puissance. Pourquoi ? La France est devenue un corps... Qu'est-ce qui s'est cassé ? Ben, c'est le processus de déclin. Comment l'Empire romain a disparu? Ben, c'était... Bon, il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité. C'est 68 qui a une culpabilité qui est mise en place. Et que nous deux... Alors 40 peut-être, si vous voulez, mais ça, les intellectuels, les artistes, le monde médiatique, effectivement... a une forme de culpabilité, de repentance et s'estime responsable de tout ce qui s'est... C'est aussi la croyance en l'Europe, le fait de ne plus croire à la nation. Et ça, c'est les années 80-90, ce sont les mêmes années. Oui, mais les batailles des idées. L'idée que finalement les nations sont dépassées et qu'on doit tous se tourner vers l'Europe et qu'on n'a plus d'ambition. Tout est dépassé. Et là, tout à coup, on découvre des gens qui tiennent à ça. Ça fait bizarre. Et la haine du français, et la haine de la langue. Et le mépris de la langue aussi. Bon, mais quand je vous pose la question, de la langue, des mœurs. Quand je vous pose la question, Monsieur Sansal, qui me paraît importante, tous les musulmans de France sont sur cette ligne religieuse. Vous me dites oui. C'est ça. Alors moi, j'aime pas faire le raisonnement par l'exemple, mais je connais des musulmans qui ne sont pas sur cette ligne-là. Bien sûr, beaucoup, bien sûr. Alors évidemment, on va me dire c'est le raisonnement par l'exemple, mais on en croise ici à CNews. Ils sont paralysés, c'est-à-dire qu'effectivement. Alors ça m'intéresse. Pourquoi ils ne bougent pas tous ces... Eh bien, précisément parce que ils sont dans la zone floue. Ils disent, il n'y a pas de raison. Les Français eux-mêmes ne croient pas en la France. Pourquoi moi je vais défendre la France? Mais attendez, nous on croit en la France. Il y a des gens qui croient en la France quand même. De toute façon, on s'invente un discours, oui, sur le racisme, le truc. Enfin, il y a 1001 raisons pour dire, bon, to wait and see. Hein. On ne sait pas. Si les Français ne bougent pas, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec qui? Mais vous n'avez pas le sentiment que j'ai parfois que on parle là d'intégristes religieux islamiques qui sont ultra minoritaires et que les 7 millions de musulmans vivent en paix avec leur religion? En paix, je veux dire, ils n'ont pas envie, en clair, de détruire le modèle occidental français, pour le faire court. Parce que je pense que notre modèle est quand même plus attrayant pour quelqu'un qui est né en France. C'est-à-dire qu'une femme musulmane née en France, je pense que notre modèle est plus attrayant occidental que de vivre en Afghanistan ou dans un autre pays, me semble-t-il. Oui, mais il y a une question de bon sens. La proportion évolue au cours du temps. Alors c'est peut-être que 99% des Algériens des années 60 ils étaient super heureux en France, ils allaient faire leur vie là-dedans. C'est possible. Mais aujourd'hui, les dernières statistiques... Les derniers sondages du monde sur la charia, sur les jeunes et la charia, considèrent que la loi islamique est supérieure à la loi républicaine. Donc c'est 28, mais je crois qu'aujourd'hui on doit déjà être à 30. Et au train où on va, dans une vingtaine d'années, on sera à 50%.
Je peux vous poser une question Et on n'a pas l'impression qu'il y a des gens qui essaient de contrôler cette réalité. Ah si, il y en a quand même, et il y en a même qui l'ont annoncé dans les années 80, mais ceux qui l'ont annoncé dans les années 80 quasiment mot pour mot, ils ont été mis au banc de la société. Je peux vous poser une question un peu indiscrète, est-ce que vous avez la foi ? Comment Qui, moi ? Oui. Moi, je suis athée, donc j'ai pas de souci avec cela. Moi, j'examine ça comme un problème scientifique. On est face à un phénomène social. Et vous êtes, comment dire, parmi les Algériens aujourd'hui, Mais vous pensez qu'il y a des gens dans la population qui sont athées ou ça n'existe pas, vous êtes un cas tout à fait singulier, ou lorsque vous naissez en Algérie, vous avez la foi ? on ne peut pas dire en Algérie qu'on est athée. Hein. On est exclu, c'est de l'apostasie. Hein. Donc c'est pas. Moi, quand je dis athée, c'est quand même différent de dire je suis apostat. Oui. Moi, j'ai jamais été musulman, donc dans ma famille, on n'était pas. Donc je suis athée. Mais si j'avais été musulman, je dirais je suis apostat. Et l'apostasie, c'est la mort. Ouais. Donc les gens ne s'expriment pas. Dans les pays musulmans, on ne s'exprime pas. On est sur la doxa. Dans l'espace public, on est sur la doxa. Maintenant, à l'intérieur, chez soi, on fait ce qu'on veut. Et là, c'est pareil. Donc, il y a une communautarisation. Donc, les gens sont entre eux et ils ne discutent pas de ces choses-là. Et à l'extérieur, c'est discuter avec qui ? Avec les Français, apparemment. Eux-mêmes s'intéressent. Mais eux sont français, vous dites, avec les Français, ils sont français. Hein ? Vous pensez vous dites ils vont discuter avec les Français, mais ils sont français. Oui, bien sûr, qu'ils sont français, mais ils sont aussi musulmans. Donc, Et vous pensez qu'on est plus musulmans, par exemple, que français ? C'est votre avis, hein, bien sûr, et c'est une question que je pose. Vous pensez, par exemple, qu'un jeune qui naît ici se sent plus musulman qu'il n'est français, au fond ? il y a tous les degrés. Il y en a qui se sentent vraiment 100% français, plus du tout. Moi, je connais des Algériens qui me disent mais je n'ai plus rien à voir avec l'Algérie, le monde musulman, c'est fini, je veux plus. Et puis on a tous les degrés possibles jusqu'au. Mais il y a la fameuse déclaration qu'on a écoutée 50 fois de Hassan II, qui parle à Anne Sinclair, et qui dit vous n'en ferez jamais de bons Français, vous n'en ferez jamais de bons Français, etc. Donc je l'ai repassé. Vous êtes sur cette ligne-là ? Je crois que c'est vraiment très très difficile de. Mais c'est terrible en fait. C'est terrible. Alors d'abord, pardonnez-moi encore, le raisonnement par l'exemple contredit ce que vous dites. Oui, par l'exemple. Le vote ? Mais non, moi je connais plein de gens qui contredisent ce qu'a dit Hassan II. Ouais. J'en connais personnellement des gens. On en connaît tous. Bah oui. Mais oui, le nombre, le sujet. Alors, vous regardez ponctuellement. Hassan II voit sur le temps, sur la masse globale. Est-ce que tous les Marocains aujourd'hui en France sont intégrés par rapport à... Il y en a une partie. De moins en moins, j'ai l'impression. Mais alors, c'est quoi la conclusion ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans 50 ans, M. Sansal ? Ça change tout. Mais dans 50 ans, qu'est-ce qui se passe ? Dans 50 ans, qu'est-ce qui se passe ? Moi, mon avis, c'est que l'islamisation aura à ce point gagné qu'elle pèsera sur les fondamentaux français. Il faudra repenser la République, il faudra repenser le droit, il faudra repenser beaucoup de choses pour tenir compte. Parce que si vous voulez l'intégration, il faut faire des concessions. Ce sera un pays arabe comme les autres. Exactement. Voilà. Oui, absolument. Avec un pays arabe, mais un pays peut-être des athées parmi eux, des gens qui combattent, comme moi, enfin qui essayent de combattre l'islamisation. Mais comment on combat l'islamisation ? Par la démocratie. Mais la démocratie elle-même n'est plus crédible, tellement on dit. C'est la démocratie des riches, des puissants. Il faut un instrument pour lutter contre cela. Contre l'islamisme, on a les instruments. C'est les services de sécurité, les universités qui étudient, c'est Florence Bergot, machin, qui font des livres, etc. Ça fonctionne. L'islam, on ne sait pas du tout comment faire. C'est une religion, c'est une foi, c'est invisible. Mais l'islamisation, c'est quelque chose de concret, derrière laquelle il y a des programmes, il y a de l'argent. Quand le Qatar dit « je mets 5 milliards de dollars dans les banlieues », qu'est-ce que vous croyez que c'est pour nos beaux yeux ? C'est parce qu'il sert à un projet. Il faut aider les musulmans de France à se prendre en charge d'abord en tant que musulmans. Ensuite, éventuellement, par rapport à leur pays d'origine, en tant que Marocains, Algériens, et tout ça. Ils sont contre. Et puis, au bout, effectivement, peut-être avec une certaine France. Une France de gauche qui accepte, qui fait des concessions tous les matins, avec laquelle on peut composer. 5 fois par jour. 5 fois par jour, bien sûr, évidemment. Donc, c'est ça la difficulté. Non, il faut regarder l'islamisation. C'est un processus très construit. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'amical algérien qui a fonctionné pendant
20 ans. Et le jour où le régime a basculé, parce que ça c'était le FLN, etc., s'était construit sur le système de l'international socialiste. On a des réseaux partout, les partis communistes, les cellules, les syndicats, on contrôle l'ennemi de l'intérieur de cette façon-là. Et là, donc, ils ont bâti un système. Et quand on la bascule en 1988, on est passé à la naissance du fils, toute l'amicale, les amicales, des milliers de bureaucrates super bien ont basculé sur les le fils, mais à une vitesse incroyable. Et ceux qui n'ont pas basculé, il est 10h32. Soumaïa Labidi, que nous connaissons bien dans cette rédaction, et c'est parfois des échanges que nous avons sur ces sujets-là. Donc je ne vais pas lui demander de réagir, parce qu'elle est là pour faire Certainement pas, je suis là pour un rappel des titres. Pour un rappel des titres. Mais je ne doute pas qu'elle aurait des choses à nous dire sur ce sujet passionnant et qu'elle serait... Absolument, Pascal. Et qu'elle serait pour la machine à café. Et qu'elle serait extrêmement intéressante sur ces sujets-là. Soumaïa, je vous l'assure. Soumaïa, c'est à vous. 130 km sur les routes, une vitesse qui baissera d'elle-même avec la multiplication des véhicules électriques, assure le nouveau ministre des Transports. Hors de question non plus de toucher aux 90 km/h, ajoute-t-il chez nos confrères de TF1. Et quant aux 50 km/h sur le périphérique parisien, François Durovray appelle Anne Hidalgo à concilier environnement et vie quotidienne. Un couvre-feu pour les mineurs en raison de violences urbaines en Guadeloupe. Couvre-feu décrété dans 7 secteurs de l'île pour, je cite, limiter la délinquance des jeunes. Des violences qui ont éclaté le 18 septembre dans un contexte de lutte contre la vie chère. Et puis au lendemain d'une journée meurtrière qui a fait près de 500 morts, dont 35 enfants, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur le Liban. Face à la situation et le risque d'embrasement, la France demande une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Merci beaucoup, Soumaïa. C'est un livre que je trouve très intéressant, forcément. Le français, parlons-en, même si Boualem Sansal, la conclusion que vous apportez peut nous inquiéter, puisqu'au fond, assimilation et intégration paraissent impossibles avec ce processus-là, ce qui n'était pas le cas de toutes les autres vagues d'immigration qui s'étaient fondues, en gardant parfois une identité. Je cite souvent les communautés juives et les communautés arméniennes, pas plus assimilées qu'un arménien ou qu'un juif français. Et malgré tout, il a gardé une identité, une culture, des choses qui lui sont propres, mais manifestement, et qui ne cherche pas à faire du prosélytisme. Ouais. L'islam, c'est différent. C'est quand même c'est un système très contraignant, très totalitaire, profondément totalitaire. Donc, il est très difficile d'échapper à l'attraction de la chose. Et c'est cela que je retiens évidemment de votre message. On est loin de ça, évidemment, c'est plus facile. Merci en tout cas. Merci. On pourrait continuer ce débat. Je pense que de toute façon, je ne sais pas si vous allez revenir, notamment chez Laurence Ferrari, mais ce sera intéressant de vous écouter. Oui. Plus longuement, pas plus longuement, parce qu'on vient de parler pendant une demi-heure ensemble, mais sur d'autres aspects, parce que ce que vous dites est vraiment extrêmement intéressant. Et je vous remercie grandement. Je rappelle les éditions Cerf, Le français, parlons-en, Boualem Sansal. Lisez ce livre, me semble-t-il, qui est un livre qui nourrit la réflexion. À la réalisation, Thibaut était avec nous, Rémi était à la vision, Benjamin était au son, Marine Lançon et Pauline Tretzer étaient avec nous. Toutes les émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous ce soir. Ah, ben voilà.